Bonjour, bonjour. Moins 37. C'est pas de doute, c'est le chiffre de la semaine. Moins 37, c'est pas la température au Groenland, c'est le prix du baril WTI qui a donc le prix moins 37 $, qui a fermé donc lundi soir, quelque chose d'assez historique puisque c'est en dessous de 0 $, c'est un prix négatif, c'est une espèce de bizarrerie économique, un baril de pétrole valant moins que le prix de la sucette de ma fille. On est dans une situation évidemment un peu particulière. Alors, avant de commencer, parce que y a plusieurs personnes qui ont réagi à nos publications Facebook, donc nous précisons que WTI, c'est West Texas Intermediate, vous passerez mon accent en anglais, c'est le type de pétrole de référence aux États-Unis. Voilà, il y a plusieurs autres prix de référence dans le monde, comme le Brent en Europe, comme le Dubai Oman au Moyen-Orient, comme le panier OPEP, donc qui est le prix des pays de l'OPEP, comme aussi récemment le prix du baril de Shanghai. Donc il y a plusieurs prix de référence du baril, et c'est aussi ces prix-là qui sont utilisés comme référence pour les échanges des contrats à terme, donc dans le cas du WTI aux États-Unis, tout comme le Brent est utilisé en Europe. Alors, pour expliquer cette bizarrerie, comme on peut dire, mais aussi voir et analyser l'impact de la dégringolade des prix du pétrole dans le monde et particulièrement en Amérique latine, nous sommes avec un invité de luxe. Alors, bon, évidemment, tous nos invités ici sont de luxe, mais alors aujourd'hui, c'est le Taj Mahal parce que nous sommes avec Jacques Sapir, économiste, directeur de recherche à l'École des hautes études. Directeur d'études. Directeur d'études, autant pour moi, à l'École des hautes études en sciences sociales. Donc, Monsieur Sapir, merci d'avoir accepté notre invitation. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas malade. Non, tout à fait. Merci beaucoup. J'espère aussi pour vous que vous allez bien. Très bien, merci. Oui, par ici, on va bien et on respecte le confinement. Alors, on va commencer avec une question toute bête, entre guillemets, si j'ose dire. À quoi est due cette bizarrerie d'un prix négatif du prix du baril WTI, et pourquoi n'a-t-on pas eu une situation comparable avec les autres types de pétrole du type Brent ou le panier OPEP? Alors, concrètement, ce qui s'est passé lundi et mardi, c'est quelque chose de très simple. Les gens qui avaient acheté du pétrole pour l'échéance de mai, autrement dit, pour pouvoir être livrés à partir du 1er mai, n'avaient pas l'utilisation de ce pétrole car la demande s'est fortement réduite. Normalement, quand vous n'avez pas l'utilisation immédiate du pétrole, vous le stockez. Ce qui s'est passé, c'est que l'ensemble des capacités de stockage étaient saturées. Et donc, comme on se situe sur un marché au futur, on n'est pas sur un marché au comptant, puisque nous sommes encore en avril et on parle là de quantités qui sont nécessaires pour être, attendez, qui sont nécessaires pour être livrées au mois de mai. Eh bien, ils ont cherché à se débarrasser de ces quantités, puisqu'ils ne pouvaient pas les stocker. Et donc, on est rentré dans une logique de ce qu'on appelle techniquement un marché spéculatif, où il n'y a plus d'offres, hein, la demande est en train de s'effondrer, et donc, il est assez normal que l'on tombe à des prix négatifs qui représentent en réalité le montant d'argent que les acheteurs sont prêts à payer pour trouver un stockage. C'est ça, en fait, ce que ça veut dire, ce prix négatif. C'est évidemment une circonstance tout à fait exceptionnelle, mais qui, compte tenu du fait que, au niveau de l'oléoduc qui vient de l'Oklahoma, il n'y a plus du tout de capacité de stockage. J'ai encore vérifié il y a quelques heures sur des études américaines et sur différents articles américains qui toutes disent la même chose. Il n'y a plus de capacité de stockage.
ça risque de se reproduire, sauf si les producteurs décident de stocker sur place. Sauf que beaucoup de ces producteurs n'ont pas la capacité de stocker sur place. Donc là, il y a un véritable problème, et un problème qui ne disparaîtra que quand un certain nombre de producteurs, alors il s'agit essentiellement du pétrole de schiste, hein, quand un certain nombre de producteurs auront fait faillite et auront fermé leur exploitation, ont fermé leur prix. Donc voilà ce qui s'est passé le lundi et le mardi, le lundi 20 et le mardi 21, et ça montre bien que ce problème de prix négatif est très particulier à ce marché américain. Bien entendu, on ne va pas retrouver cela, même si la demande a fortement baissé. Elle a baissé pour l'ensemble de la planète, hein. C'est pour ça d'ailleurs que les prix baissent régulièrement depuis maintenant plusieurs semaines. Bon, mais ça ne peut pas se répéter dans les différents marchés que vous avez indiqués, qu'il s'agisse de Londres pour le Brent, de Dubaï, de Shanghai, bon, etc. Bon, là, on va avoir des baisses de prix, mais on n'aura pas cet épisode de marché négatif parce que les capacités de stockage sur place sont un petit peu plus souples que ce que l'on a aux États-Unis. D'accord. Et hier, donc je dis hier, donc le 21 avril 2020, Jeffrey Curry, qui est responsable des matières premières chez Goldman Sachs, a déclaré dans une interview sur CNBC que la reprise des prix du pétrole n'est pas encore pour demain. Donc, la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que le Covid-19 va obstruer les poumons de l'économie mondiale? Et surtout, quel va être l'impact de la dégringolade des prix du pétrole dans le monde et particulièrement sur les économies émergentes d'Amérique latine? Je pense évidemment à l'Argentine qui a massivement investi dans le pétrole et le gaz de schiste, vous en parliez tout à l'heure, mais aussi le Mexique qui a fait de ses revenus pétroliers le moteur de la 4e transformation politique que veut impulser le président López Obrador. Monsieur López Obrador, donc nous sommes le 22 avril, a donné une conférence de presse il y a quelques heures pour rassurer la population, mais il a quand même souligné qu'il y allait avoir un impact sur l'économie. Et puis évidemment, le Venezuela qui subit déjà un blocus pétrolier et dont déjà les capacités de stockage sont au maximum depuis plusieurs mois, mais aussi l'Équateur, le Brésil. L'Amérique latine comme terre de production de matières premières va-t-elle subir un impact particulier et quel va être l'impact dans le monde entier? Alors, première partie de votre question, quand est-ce qu'il y aura une reprise de la demande? Techniquement, il ne peut y avoir une reprise de la demande que quand il y aura une reprise de l'activité. Et cette reprise de l'activité, elle dépend à la fois de la date du déconfinement dans les principaux pays occidentaux, mais aussi du rythme auquel va se produire ce déconfinement. Et donc, on peut penser que l'on ne retrouvera pas un niveau de demande tel que l'on avait encore au début du mois de janvier dans le monde, au début du mois de janvier 2020, on ne retrouvera pas ce niveau avant la fin de l'année, voire plus probablement avant 2021. Autrement dit, nous sommes partis pour une période de grosso modo 7 à 10 mois où la demande va être très faible. Alors, face à cette demande très faible, il faut savoir que actuellement, on estime que la demande mondiale qui était grosso modo autour de 78 ou 80 millions de barils jour, eh bien cette demande, elle a baissé de plus de 35 millions de barils jour. Autrement dit, elle a baissé d'environ 40%, un peu plus de 40%, presque 50%. Face à cela, comment se situe la production? Et c'est là où il y a un véritable problème. C'est que depuis que le 6 mars, l'accord entre l'OPEP et la Russie a été rompu,
on est parti, et en particulier l'Arabie saoudite, a commencé à accroître ses volumes de production, suivi par l'ensemble des pays, suivi d'ailleurs par la Russie. Et donc aujourd'hui, on est dans une situation très étrange où on a une demande qui a fortement baissé à cause du coronavirus et une offre, une production qui, elle, tend à augmenter. Alors, évidemment, dans ce genre de situation, les prix s'effondrent. Il y a quelques jours, l'Arabie saoudite, enfin les pays de l'OPEP et la Russie se sont entendus pour un accord de réduction de production qui devrait concerner à peu près 9,7 millions de barils jour, mais cet accord est encore très insuffisant. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière, si vous voulez, cette situation? Pourquoi est-ce que la Russie et l'Arabie saoudite se sont violemment disputés, etc. Ce qu'il y a derrière, c'est le rôle des États-Unis. Les États-Unis, depuis maintenant à peu près 5-6 ans, sont arrivés sur le marché d'exportation du pétrole. Ils ont toujours été un gros producteur de pétrole, mais ils produisaient pour eux. Et pendant très longtemps, leur capacité d'exportation était absolument marginale. Il y avait même une interdiction pendant très longtemps qui était faite aux producteurs américains d'exporter. Bon. Cette interdiction a été levée parce que les capacités de production américaines et surtout les réserves de production américaines ont été démultipliées par le phénomène du pétrole de schiste. Et donc, les États-Unis sont devenus un pays qui exporte massivement du pétrole et du gaz de schiste. Bien. Et le 6 mars, l'argument principal du ministre russe, M. Novak, Anatoly Novak, a été de dire « Nous, on veut bien réduire notre production, mais on ne veut pas que ça se fasse au profit des États-Unis. On veut que les États-Unis, eux aussi, réduisent leur production. » Et en fait, cette espèce de conflit entre l'Arabie saoudite et la Russie, parce que l'Arabie saoudite dit, dans ces cas-là, si vous n'êtes pas d'accord pour faire de nouvelles réductions, nous, on ne respecte plus l'accord. Bon, il avait un ennemi commun à ces deux pays, les États-Unis. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que la politique à la fois de l'Arabie saoudite et de la Russie, cette politique a fait très mal aux producteurs américains. On estime, avant que les États-Unis rentrent en confinement, donc il y a à peu près 3 semaines, on estimait à l'époque qu'environ la moitié des salariés du secteur pétrolier américain avaient été mis au chômage par leurs entreprises. Il y a tous les jours 4 à 5 sociétés américaines qui font faillite dans le secteur pétrolier. Et aujourd'hui, où le prix du pétrole sur le marché américain, donc la WTI, est tombé grosso modo autour de $10 de manière stable, avec à certains moments, il a des faiblesses très fortes, où il vient à zéro, parfois même en dessous de zéro, comme ça a été le cas le lundi 20 et le mardi 21. Bon, à ce prix-là, aucun producteur n'est rentable. Aucun producteur n'est rentable. On estime aujourd'hui que le seuil de rentabilité pour la moyenne des producteurs, j'insiste bien, hein, il s'agit de la moyenne des producteurs, se situe entre 30 et $36. Mais ce chiffre est trompeur parce que c'est une moyenne et donc il exclut du tableau des petits producteurs qui sont en général très endettés ou qui, pour dire les choses un petit peu autrement, utilisent un levier d'endettement très fort pour financer leur production et dont le seuil de rentabilité est entre 45 et $55. Alors, vous voyez, 45-55 $ d'un côté, moins de $20 et on est plus proche de $10 aujourd'hui de l'autre, il y a un problème majeur. Et c'est d'ailleurs pour cela que Donald Trump a dit hier soir qu'il demandait à son gouvernement de travailler sur un plan de sauvetage
de l'industrie pétrolière américaine, parce que cette industrie pétrolière, elle est aujourd'hui dévastée par la situation des prix. Il envisage d'interdire les importations de pétrole saoudien sur le territoire des États-Unis, de mettre des taxes pour l'importation des autres pétroles. Bref, on est dans une situation qui est très sérieuse aux États-Unis. Alors, on va dire, et ça ne concerne que l'industrie pétrolière, c'est-à-dire le Texas, l'Oklahoma, le bassin perdien, etc. C'est plus compliqué. Oui, les banques, les assurances, les fonds de Bien sûr, pension qui ont... avant, vous avez toutes les entreprises qui fournissent des biens et des services pour le secteur pétrolier. Vous avez les entreprises qui font de la recherche. Vous avez une grande entreprise comme Schlumberger, dont les actions se sont complètement effondrées à la bourse de New York, je le signale. Vous avez la métallurgie américaine, parce que qui dit un arrêt de la production dit on fait plus de derrick, on fait plus de têtes de forage, on fait plus d'oléoduc. Bon, voilà, il y a une véritable chute de la consommation de biens industriels par le secteur pétrolier. Donc, c'est bien un problème grave pour l'économie américaine. Donc ça, il faut l'avoir en tête et il faut comprendre qu'aujourd'hui, les États-Unis ont accepté implicitement de réduire leur capacité de production d'environ 4 millions de barils jour, c'est assez considérable, et que ce que demandent la Russie et l'Arabie saoudite, c'est que ce qui est pour l'instant une demande, ce qui est une réduction implicite, devienne une réduction explicite et que les Américains rejoignent l'OPEP+ et acceptent des règles communes de réduction de production. Nous en sommes là, la situation peut évoluer dans les semaines qui suivent, mais voilà où nous en sommes. Alors voilà, ça c'est pour vous donner d'une certaine manière un cadre global à la situation. Maintenant, si je viens au problème de l'Amérique latine. Alors, ces problèmes sont différents parce que les coûts de production eux-mêmes sont très différents suivant les pays d'Amérique latine. Le Brésil, par exemple, qui exploite un pétrole dit non conventionnel. Alors, il s'agit en réalité de ce qu'on appelle de l'offshore profond, deep offshore. Son prix à la production doit être de l'ordre de 22 à 25 $. Le pétrole de schiste argentin doit revenir un petit peu moins cher, mais comme il faut après construire les infrastructures qui transportent ce pétrole des lieux de production jusqu'au port où il sera extrait, on peut aussi penser que le niveau moyen de rentabilité doit être plus probablement autour de 35-40 $. Donc là, tous les pays d'Amérique latine, je mets de côté pour l'instant le Venezuela parce qu'il y a le problème des sanctions, hein, si vous voulez, le Venezuela, c'est un problème politique. Bon, mais déjà, techniquement, beaucoup de pays sont gravement touchés. Les pays qui s'en sortent le mieux sont les pays qui exploitent des pétroles dans des conditions relativement faciles. C'est le cas du golfe du Mexique, où on a un offshore, mais un offshore peu profond. Hein. On peut avoir des plateformes qui ne sont pas très compliquées à construire. Et là, on peut avoir un prix du pétrole qui se situe entre 7 et 10 $. Donc, voilà. Mais même ces pays vont être touchés. Donc, si vous voulez, les premiers pays qui vont être touchés, c'est évidemment le Brésil, l'Argentine. Et puis, si la situation dure un peu, eh ben, nous aurons l'Équateur, le Mexique,
qui seront aussi touchés. Le cas du Venezuela est différent. La politique américaine vise à empêcher le Venezuela d'exporter son pétrole. Bon. La Russie a monté des sociétés alors, qui se font au bout de quelques semaines ou quelques mois, qui se font mettre à l'index par les États-Unis. Mais ce n'est pas très grave. Dès qu'une société est mise à l'index, les Russes en recréent une autre. Bon. Et donc, en réalité, on voit très bien qu'il y a un accord entre la principale société russe d'État, qui est Rosneft, et la société vénézuélienne, PDVSA, pour que Rosneft rachète à PDVSA une partie de son pétrole via différents intermédiaires et le revende. Alors évidemment, Rosneft, ce n'est pas exactement des philanthropes, je les connais, et Rosneft va se prendre une marge là-dessus. Oui, bien sûr. Alors, il y a aussi, Rosneft est tombé sous le coup de sanctions il y a le mois dernier. Le gouvernement russe a recréé une société visiblement d'État pour faire l'intermédiaire et revendre le pétrole. Oui, en fait, ce qui se passe aux États-Unis, on va dire, avec les difficultés de stockage, évidemment, c'est ce que connaît le Venezuela depuis maintenant 1 an, puisque à ne pas pouvoir vendre son pétrole, ils sont obligés de le stocker, que ce soit en mer, que ce soit sur terre, et puis les capacités de stockage étant extrêmement limitées, ils sont obligés aussi de faire des réductions d'essayer pour essayer de vendre leur pétrole. C'est un cas effectivement un peu particulier. Et bon, au-delà de ça, est-ce que vous pensez que les économies latino-américaines vont se trouver touchées par cette baisse du pétrole? Parce que ce n'est pas seulement le WTI, c'est aussi le Brent, le panier OPEP. Là, on voit que depuis quelques jours, il y a une baisse, alors pas drastique, mais il y a une baisse continue du baril. Est-ce que ces économies pourraient arriver à dépasser cette crise énergétique? Alors, il y a 2 facteurs dont il faut tenir compte. Tout d'abord, le degré de dépendance aux matières premières, au pétrole. Il est très important sur le Venezuela. Il est nettement moins important sur l'Argentine et sur le Brésil. Donc ça, c'est le premier facteur. Et le deuxième facteur, c'est l'état des finances publiques. Même par exemple, prenons le cas de la Russie. Alors, le pétrole ne représente pas beaucoup dans le PIB de la Russie. Il représente par contre beaucoup, enfin le pétrole et le gaz, beaucoup pour les recettes fiscales de l'État. Bon. Mais les Russes avaient l'intelligence d'avoir conçu leur budget pour un prix du pétrole qui, l'année dernière, apparaissait très bas. Je rappelle quand même que l'année dernière, pour le prix du Brent, et le pétrole russe est apparenté au Brent, pour le prix du Brent, on était en train de friser les $70, et la Russie avait calculé son budget pour à peu près $40. Par ailleurs, il y a un système fiscal assez particulier en Russie qui permet au gouvernement, quand le prix du pétrole tombe trop, de faire des abattements fiscaux très importants pour les sociétés russes. Donc, on considère que la Russie, elle peut tenir au moins 2 ans dans la situation actuelle. Après, si on prend les 2 critères que j'ai donnés, c'est-à-dire l'état de dépendance et l'état des finances publiques, ça va poser problème à plusieurs pays. Premier cas, l'Argentine. Alors, l'Argentine n'est pas très dépendante du pétrole, mais ses finances publiques sont évidemment dans une situation critique. Oui, très embêtée. Bien avant la crise actuelle. Donc là, oui, ça peut être la pitchnet qui peut provoquer une crise majeure. Le Brésil est dans une situation qui, en apparence, est moins grave, sauf que le Brésil a consenti d'énormes investissements, parce que, je rappelle, le pétrole brésilien, c'est du deep offshore, ça demande de très lourds investissements, et là,
la société brésilienne, eh ben, elle a un vrai problème de finances publiques. C'est-à-dire qu'elle elle n'a pas le retour sur son investissement et elle risque de ne pas l'avoir avant 1 ou 2 ans. Et donc, là aussi, alors c'est un problème moins grave que le problème de l'Argentine, mais c'est un problème qui est néanmoins sérieux et qui pourrait fragiliser à terme l'équipe Bolsonaro. Parce que, si vous voulez, en fait, même si l'exportation de pétrole ne joue pas encore un rôle très important dans les exportations brésiliennes, pour la structure politique du pays, ça joue un rôle qui est, lui, très important. Je ne développe pas, je pense que tout le monde aura compris ce à quoi je pense, mais bon, voilà, c'est des problèmes qui peuvent être assez importants. Et oui, ils ont reculé, Bolsonaro avait reculé par rapport à la privatisation de Petrobras, parce que c'est effectivement le joyau de la couronne pour la société brésilienne, et c'est des thèmes très, très sensibles au Brésil. Voilà. Il y a aussi beaucoup de gens qui se servent sur le budget de Petrobras, il faut le dire. Et là, les finances de Petrobras doivent être largement dans le rouge. Donc, problème politique à gérer pour l'équipe Bolsonaro. Problème politique évident. Et puis, on a des pays qui, eux, ont peut-être des finances publiques en meilleur état, mais qui sont très dépendants du prix du pétrole, comme l'Équateur et le Mexique. Et là, par exemple, pour le Mexique, ça peut poser un problème sérieux. C'est d'ailleurs pour ça que le Mexique a commencé par refuser toute participation à la réduction de capacité. Oui, parce qu'en plus, ils ont un plan de couverture souverain qui leur permet aussi d'avoir des prix du pétrole assez bas, mais est-ce que ça pourra résister à une baisse aussi drastique? Alors, ça ne peut pas résister à ce niveau de baisse. La question, c'est de savoir combien de temps on va rester avec cette baisse. Combien de temps? Si la demande mondiale redémarre, disons, au mois de juillet, bon, ça sera grosso modo 3 mauvais mois à passer. Hein, il faudra passer avril, mai, juin, peut-être début juillet, mais dès le début juillet, la situation va s'améliorer. Mais ça, c'est une hypothèse très optimiste. Vraiment très optimiste. Cela suppose que l'épidémie du Covid-19 soit jugulée dans les principaux pays de l'hémisphère nord et qu'elle ne se développe pas en même temps dans les pays de l'hémisphère sud. Oui, c'est surtout ça, parce que là, ils ont été frappés par la 3e vague et ils sont, eux, en plein dedans. Il n'y a pas de baisse dans ces pays-là. Voilà. Mais même par exemple, un pays comme l'Argentine commence à être touché. Si vous voulez. Donc, voilà. Et on peut donc penser qu'une hypothèse plus réaliste serait que que la demande commence à remonter, non pas en juillet, mais plutôt au mois de novembre, voire au mois de décembre, et que les prix remonteront, à mon avis, 1 à 2 mois après, c'est-à-dire entre janvier et février de l'année prochaine, commenceront à remonter. Problème. Alors, pour toute une série de pays, ça va poser de véritables problèmes. Et je l'ai dit, le pays qui est aujourd'hui le plus exposé, c'est clairement l'Argentine. C'est clairement l'Argentine qui n'avait pas besoin de cette crise. Alors, bien sûr, le pétrole ne représente pas grand-chose, mais quand déjà on n'a pas d'argent, qu'on a une petite source de revenus et que cette source se tarit, ça peut avoir un effet tout à fait dramatique. Donc, effectivement, sur les pays de l'Amérique latine, il peut y avoir des conséquences graves, d'autant plus que l'on peut raisonnablement anticiper le fait que cette situation ne sera pas durable simplement sur 3 mois, mais pourrait durer 6 mois, voire 10 mois. Donc voilà, ça c'est un véritable problème. Maintenant, il faut dire aussi, ils ne sont pas les seuls. Bon, les États-Unis, comme je l'ai dit, comme j'ai expliqué tout à l'heure, sont confrontés à des problèmes extrêmement sérieux, mais l'Arabie saoudite, surtout, est littéralement prise à la gorge.
Alors, c'est pas un pays démocratique, hein. Bon. Donc, ils peuvent régler toute une série de choses. Ils ont déjà commencé à réduire de 10% leurs dépenses budgétaires autoritairement. Ils vont probablement réduire encore leurs dépenses budgétaires de 10 à 20%. Mais le problème, c'est que tout cela peut accélérer la crise politique larvée qu'il y a en Arabie Saoudite depuis maintenant plusieurs mois. Le fait que le prince héritier Mohamed Ben Salman est très contesté, qu'il a dû faire face à une tentative de coup d'État, ce qu'il appelle une tentative de coup d'État. Bon, c'est au sein de la famille royale saoudienne que ça se passe, une forme de révolution de palais, et qu'il ne sera plus capable d'assurer, je dirais, son pouvoir comme il l'était en janvier-février. Donc, problème aussi très important pour l'Arabie Saoudite. En fait, paradoxalement, le pays qui apparaît aujourd'hui le plus stable et qui pourtant est le pays sur lequel on pense le plus, auquel on pense le plus en cas de crise pétrolière, c'est la Russie. Parce que la Russie, elle peut voir venir les choses jusqu'à l'été 2021 sans problème. Oui, ce n'est pas le cas de plusieurs autres pays, évidemment. Non, non. Et des pays importants, donc je l'ai dit, l'Arabie Saoudite, l'Argentine, le Brésil et même les États-Unis. Oui. Et justement, je vais vous poser une dernière question, Jacques Sapir, sur les conséquences géopolitiques de cette crise pétrolière aux États-Unis. Quelles peuvent être les conséquences géopolitiques? Est-ce qu'on pourrait anticiper de nouvelles guerres du pétrole au sortir de cette crise sanitaire et pétrolière? Est-ce que finalement la doctrine d'indépendance énergétique des États-Unis peut être remise en question et va-t-on revoir des scénarios que l'on avait pu voir dans les années 90? Alors, là encore, il faut faire attention. Une guerre pétrolière n'a de sens que tant qu'on peut vendre son pétrole. Quand on ne peut pas le vendre, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, là-dessus, je ne vois pas, dans l'immédiat, un redémarrage, ou disons, une volonté de la part des États-Unis de contrôler divers pays, tout simplement parce que quand ils contrôlent un pays, ce pays est largement détruit, confère l'Irak, et un pays détruit, il faut qu'il sorte du pétrole s'il veut se reconstruire. Or, aujourd'hui, la principale question, c'est pas de produire, mais plutôt de faire des coupes dans la production. Donc, on voit bien, c'est pas quelque chose qui va être favorable à des guerres du pétrole. Oui, ou de contrôler qui aura accès au pétrole du ou des pays qui subiraient une telle offensive. Mais même cela, d'une certaine manière, aujourd'hui se pose. D'abord, le pétrole est très répandu dans le monde. Très, 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 très répandu. Le nombre de pays producteurs est sans commune mesure avec ce qu'il était au moment de la crise de 1973, etc. Bon. Donc, je vous dis, le problème aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir accès au pétrole, c'est de convaincre les pays producteurs de réduire globalement d'un tiers leur capacité de production. Voilà. C'est ça le véritable enjeu. Alors oui, bien sûr, vous pouvez bombarder des champs de pétrole. Enfin, c'est pas très subtil et c'est pas très malin et ça pose toute une série d'autres problèmes. Bon. Donc je pense plutôt que le problème qui se pose pour les États-Unis, c'est de savoir, est-ce que les États-Unis vont accepter de devenir partie prenante d'un accord plus ou moins formalisé avec les autres producteurs? Et donc, est-ce qu'ils vont accepter de se fixer des règles communes contraignantes? Ça serait la logique.
Ça serait ce qui serait le plus logique, mais ce n'est pas exactement ce vers quoi s'oriente l'administration de Donald Trump. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, mais je vous dis, c'est quand même ce qui serait le plus logique. Et si les Russes, et d'une certaine manière les Saoudiens, poussent dans ce sens, c'est peut-être parce qu'ils ont des indications que les États-Unis, à condition de pouvoir sauver la face sur toute une série de formulations, ne seraient peut-être pas opposés à ce type de situation. La deuxième solution, mais qui n'est pas sans problème, serait que les États-Unis se referment sur eux-mêmes. En disant, ben voilà, oui, d'accord, nous allons réduire notre production, nous allons interdire les importations de pétrole, comme ça, les prix intérieurs vont pouvoir remonter, hein, si, très bien, sauf que le problème, c'est que le pétrole de schiste, il n'est pas adapté à l'industrie pétrolifère, et surtout à l'industrie de la raffinerie et pétrochimique américaine. Autrement dit, si les États-Unis se ferment sur eux-mêmes, ils tuent leur industrie pétrochimique. Ils ne peuvent faire fonctionner leur industrie pétrochimique que sur la base d'importation de ce qu'on appelle une huile lourde, qui était traditionnellement le Venezuela, et qui a été remplacée depuis les sanctions contre le Venezuela par le pétrole saoudien. C'est pour ça que quand Donald Trump dit « je vais interdire les importations de pétrole saoudien », les spécialistes disent « ouais, d'accord, combien de temps ? Combien de temps ? Parce que à moins de remettre la main d'une manière ou d'une autre sur le pétrole vénézuélien en poussant à ce qu'un Guaido ou un Vénézuélien d'opposition prenne le pouvoir de quelque manière. Ça voudrait dire de toutes les manières réimporter du pétrole. Et oui. Bon. Alors, qu'on l'importe du Venezuela ou qu'on l'importe d'Arabie Saoudite, ça ne fait pas beaucoup de différence. Et en plus, globalement, le pétrole saoudien est plutôt moins cher que le pétrole vénézuélien. Bon. Donc, cette idée d'une autarcie américaine, qui semble avoir effleuré Donald Trump, qui est d'ailleurs poussée par les producteurs de pétrole américains et qui est combattue par les chimistes, par l'industrie pétrochimique. Quand vous regardez, par exemple, une revue comme World Oil, qui est très sensible aux différents groupes de pression, vous voyez qu'il y a des articles qui représentent un petit peu le point de vue des producteurs et qui disent oui, on veut des barrières aux frontières, il ne faut plus d'importation. Et puis vous avez des articles qui sont plutôt favorables à l'industrie pétrochimique et qui disent non mais ça ne va pas, il faut qu'on importe parce que autrement notre industrie pétrochimique elle meurt. Bon, donc il y a un vrai problème. Et c'est pour cela que je pense qu'à terme, d'ici 1 ou 2 ans, on devrait plutôt aller vers un accord. Alors, cet accord, il ne sera pas crié sur les toits, mais les États-Unis vont prendre des engagements devant l'Arabie saoudite et devant la Russie de maintenir des niveaux de réduction de leur production importants. Et donc, moi, je fais plutôt le pari qu'on va aller vers une forme d'entente pour les principaux producteurs et que les États-Unis vont sortir de leur politique, qui pour l'instant était une politique de splendide isolement par rapport au monde des producteurs, et dire, ben voilà, nous sommes un producteur de pétrole comme les autres, nous devons nous coordonner avec les autres pays producteurs. Alors bien sûr, ils ne vont pas le faire comme cela, ils vont dire non, nous sommes toujours bien plus intelligents et bien supérieurs à tous les autres, mais en réalité, il y aura des négociations importantes. Et de fait, il semble bien que suite au coup de fil que Donald Trump a passé à Vladimir Poutine il y a à peu près 10 jours de cela, on ait discuté de cette question. Que cette question
Si vous voulez, puisqu'il y a eu un communiqué disant les deux présidents sont d'accord pour considérer que les prix du pétrole sont tombés beaucoup trop bas, bon, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Vladimir Poutine a dit à Donald Trump, oui, vous avez un problème avec le prix du pétrole, nous en avons un aussi. Maintenant, donnez-nous un programme précis de réduction de vos capacités de production. On n'en fera pas état, mais nous, c'est ce qu'on veut savoir pour, par rapport à ce programme, déterminer aussi quel sera notre volume de réduction de capacité. Et je pense qu'on va aller progressivement dans cette direction. Très bien. Eh bien, c'était un splendide éclairage. Merci beaucoup, Jacques Sapir. Merci beaucoup, merci à vous. Eh bien, écoutez, voilà, donc cette interview, cette explication de Jacques Sapir, donc directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, donc économiste, partagez-la, débattez avec vos proches, parce que c'est vraiment des questions très sensibles et qui, évidemment, déterminent notre futur ici, en Europe et aussi, évidemment, en Amérique latine. Je vous invite donc à la partager sur les réseaux sociaux, à aller sur notre blog www.romamigus.info. Et encore une fois, Jacques Sapir, merci. Et puis, eh bien, peut-être à bientôt dans un autre programme. Merci à vous.